On reste sur un sujet de prévention des infections nosocomiales. Vous avez eu ce matin un cours sur les précautions standards et ça c'est ce qui vient après. On va parler aujourd'hui maintenant des précautions complémentaires et surtout les précautions complémentaires que l'on applique lorsqu'on a des patients qui ont des BMR ou des BHR. Dont les objectifs c'est connaître les indications. On va essentiellement parler des précautions complémentaires contact et on avait évoqué au cours de l'ED les précautions complémentaires air et gouttelettes. Et puis savoir comment les mettre en application. Donc ça c'est la base. Je veux dire, on ne peut appliquer des précautions complémentaires à certains patients que si les précautions standards sont correctement mises en place. Et je vous rappelle, c'est ce qu'on vous a dit ce matin, les précautions standards s'appliquent à tout patient, quel que soit son statut infectieux. En fait, les précautions standards, je vous redis ce que je vous ai dit, c'est votre ADN de docteur. Quel que soit le cas de figure, il faut les appliquer. Et là-dessus, dans certaines conditions, on mettra en place des précautions complémentaires. Dans le principe de ces précautions complémentaires, c'est vous faites un repérage à partir de signes cliniques, des antécédents ou un contexte clinique ou personnel du patient. Dès que vous avez repéré, vous protégez, vous mettez en place les précautions complémentaires selon le type de transmission suspectée. Vous prenez en charge le patient. Les précautions complémentaires ne doivent pas être un frein à la prise en charge du patient. Et après, vous signalez, soit en interne aux membres de l'équipe, et parfois il y a besoin de signaler en externe, faire des signalements externes à l'ARS d'infection nosocomiale, des déclarations obligatoires pour certaines maladies transmissibles. Quand faut-il mettre en place les précautions complémentaires? Donc lorsque le diagnostic est posé, c'est facile. Oups, je sais que ce patient a une tuberculose, je le mets en isolement. Mais aussi dès le repérage, c'est le patient qui tousse, qui a de la fièvre, qui a beaucoup maigri dans les semaines et les mois qui précèdent, vous allez vous dire ce patient a peut-être une tuberculose. Le seul fait de penser à ça doit vous faire mettre en place dès ce moment-là, dès le repérage, les précautions complémentaires. Et pourquoi? Parce que si la maladie est là, que le patient soit isolé ou non, elle va se transmettre. Et donc, pendant la période où le diagnostic est évoqué et pendant lequel vous allez faire les examens et le temps que ces résultats d'examen reviennent, si pendant cette période, il n'y a pas eu de précaution particulière, la bactérie, elle se promène librement. Donc, mettez en place les précautions complémentaires dès qu'il y a suspicion d'un diagnostic. Parce qu'en fait, le risque, c'est que vous exposiez, l'équipe, qu'on expose les autres patients qui sont pris en charge en même temps, mais également les soignants, dont vous. D'accord? Les médecins ne sont pas immuns à toute maladie. Donc, on peut aussi attraper des infections. Dans les précautions complémentaires, ce dessin est très explicite, sont des précautions qui vont faire une barrière à la fois géographique et technique à la diffusion d'un agent infectieux. Et là encore, je répète qu'il soit connu ou suspecté à partir d'un patient, mais également de son environnement immédiat. Donc ce qu'on va faire, c'est empêcher la bactérie ou l'agent transmissible de sortir. Donc ces précautions complémentaires, dans tous les cas, relèvent d'une prescription médicale. Donc c'est comme une ordonnance, vous prescrivez des antibiotiques, vous prescrivez des antidouleurs, vous prescrivez également les précautions complémentaires. Et elles doivent être maintenues tant que persiste le risque de transmission. Donc là, on va essentiellement parler des précautions complémentaires contact. Dans la transmission croisée par contact, c'est ce qu'on va essayer de prévenir. Donc le principe, c'est qu'on a un patient porteur, un hôte réceptif,
Et puis, il y a des soignants qui vont de l'un à l'autre. Et il peut y avoir transmission à la fois par les mains, c'est ce qu'on appelle le manuportage, mais également par le matériel et l'environnement, dont l'objectif sera de couper toutes ces flèches pour qu'il ne puisse pas y avoir transmission entre deux patients. Je vous rappelle que la transmission manuportée est probablement le mode de transmission le plus fréquent à l'hôpital pour les infections qui peuvent se transmettre par contact. Donc vous avez des mains, c'est votre outil de travail, et les germes, vous avez des germes sur les mains. Et je pense qu'on a peut-être déjà dû vous la montrer, mais je vous la remontre. Les bactéries sont capables de survivre sur les mains. Par exemple, le staphylocoque doré, si vous ne faites rien, il y a un staph, il vient sur votre main et vous le gardez pendant 3 heures. D'accord ? Mais elles sont présentes également dans l'environnement proche du patient. Il n'y a pas que le patient physiquement lui-même qui lui, il est colonisé par des bactéries, mais on peut le retrouver sur le linge, on peut le retrouver sur les tables de nuit. Tout son environnement proche est potentiellement également porteur, entre guillemets, de ces germes. Et pour vous préciser un peu les choses, ces germes peuvent survivre dans l'environnement, et certains de façon importante, notamment les staphylocoques, les entérocoques, dont on va parler tout à l'heure, et les Acinetobacter baumannii sont des germes que l'on peut retrouver des jours et des jours après qu'un patient soit sorti de l'hôpital dans une chambre, dont l'environnement peut être aussi un risque de transmission, représente un réservoir pour la transmission des micro-organismes. Alors, quelles sont les indications des précautions complémentaires contact? Dont les bactéries multirésistantes et les maladies transmissibles contagieuses, des maladies plus classiques. Alors, parmi les bactéries multirésistantes, on distingue 2 groupes, les BMR simples, on va dire, bactéries multirésistantes, dont 2 sont prioritaires. C'est le staphylocoque doré résistant à la méticilline, et on parlera de SARM, vous entendrez beaucoup parler de SARM, et les entérobactéries à bêta-lactamase à spectre élargi, ce sont les EBLSE. Ça, ce sont des bactéries prioritaires. Et après, ce qui est en train d'émerger, ce sont des bactéries hautement résistantes, c'est les BHRE. Et là, il y a 2 bactéries qui sont concernées. C'est les entérobactéries productrices de carbapénémase. Les carbapénèmes sont des antibiotiques. Et les entérocoques Faecium, résistants à la vancomycine. Et lorsqu'on va en parler, on parlera de ERV. Donc ça, c'est une indication des précautions complémentaires contact. C'est probablement l'indication que vous croiserez le plus souvent dans votre pratique dès l'année prochaine quand vous irez à l'hôpital. Et après, il y a les maladies transmissibles comme la varicelle. Il y a des pustules. Dans les pustules, il y a du virus. Et on peut transmettre d'un patient à un autre ou à soi-même, parce que tout le monde n'a pas fait la varicelle. On peut transmettre par contact. Les conjonctivites virales qui sont extrêmement contagieuses. Des plaies infectées, par exemple la streptoa. En général, ça donne des angines, dont là, vous mettrez le masque. Mais les plaies infectées peuvent être un réservoir de transmission pour un autre patient. Et un dernier exemple, les diarrhées infectieuses. Et on verra un peu à part Clostridium difficile, qui nécessite des précautions complémentaires adaptées à ce germe. Concernant les bactéries multirésistantes, dont on vient d'en parler, les SARM, les BLSE, ces BMR aujourd'hui sont endémiques et elles sont présentes également dans la communauté. D'accord ? Elles sont fréquentes. Les précautions que l'on met à l'hôpital, c'est pour éviter
qu'il y ait une extension du fait de la densité de soins à l'intérieur d'un service. Et ça s'oppose un peu aux BHRE, qui elles sont des bactéries émergentes, c'est-à-dire que le nombre de patients porteurs est peu important et rare, et les mesures que l'on mettra en place sont faites pour éviter qu'il y ait une propagation de ces bactéries résistantes. Et là, les précautions que l'on met sont soumises à la réglementation. Pour tous les deux, il y a des programmes nationaux de prévention, et pour les BMR, ce sont des recommandations des sociétés savantes. Pour vous montrer un peu l'évolution de la résistance aux antibiotiques, vous avez là un Escherichia coli. Quand il est sauvage, il est sensible à tout. Vous connaissez les antibiogrammes, vous en avez déjà vu. Quand il est BLSE, avec une bêta-lactamase, on commence à voir des choses qui s'éteignent, dont déjà des antibiotiques qui ne fonctionnent plus. Et en général, pour traiter ces bactéries qui ont des BLSE, on fait appel au carbapénème. Et donc lorsqu'on a, par exemple, le même colis qui en plus présente une carbapénémase, je veux dire, on n'a presque plus d'antibiotiques qui sont actifs. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on peut arriver à une impasse thérapeutique lorsque des patients font des infections graves avec une bactérie productrice de carbapénémase. Donc, comment on prend en charge un patient que vous mettez en précaution complémentaire contact? Il y a d'abord des mesures géographiques. Ce qu'il est recommandé, c'est de placer systématiquement en chambre individuelle les patients. Ou alors de regrouper les patients qui sont porteurs du même germe dans une chambre ou un secteur du service. Ça, c'est ce qui est écrit dans les recommandations. Mais il existe encore beaucoup de chambres doubles. La chambre individuelle n'est pas quelque chose qui est encore généralisé dans tous les hôpitaux. Et parfois, il n'est pas possible de les placer en chambre individuelle. Et dans ce cas-là, ce qu'on fera, c'est qu'on sera très vigilant sur les mesures techniques. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ces précautions contact se surajoutent aux précautions standards, que je vous rappelle, c'est l'hygiène des mains entre deux patients, de soins ou avant geste aseptique, le port de gants uniquement si vous avez un risque de souillure avec un liquide biologique, vous protégez votre tenue, vous portez un masque dans le cadre des précautions standards, et en fait, que représentent en plus les précautions complémentaires? Pas grand-chose. On fera une hygiène des mains avec solution hydroalcoolique avant de sortir de la chambre. Vous vous souvenez le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure pour ne pas véhiculer le germe à l'extérieur. Et vous protégerez en plus la tenue avec un tablier parce que l'environnement du patient est également contaminé. Donc quand vous l'examinez, vous pouvez contaminer votre blouse ou le pyjama dont vous mettez un tablier. Mais globalement, vous voyez, si vous avez bien respecté déjà les précautions standards, ce n'est pas grand-chose de plus, les précautions complémentaires. Vous êtes d'accord ? Après également, il y a le matériel et le linge. Donc, on l'a vu, le patient est porteur, l'environnement aussi. Tout ce qui sort de la chambre doit être désinfecté ou emballé. Oui ? Pardon ? Ben, normalement, oui. Mais en pratique, on voit que ce n'est pas forcément vrai. Vous allez être dans des services, vous allez être externe. Et souvent, la tâche de l'externe est de faire les EEG. Est-ce que vous allez nettoyer à chaque fois que vous sortez de d'un patient l'EEG? C'est bien si vous le faites, le CG. Ça devrait être dans les précautions standards.
Mais en tout cas, lorsque il y a un patient qui est connu, il faut absolument le faire. Le stéthoscope aussi. Vous allez acheter un stéthoscope. D'accord? Et vous allez le mettre autour du cou. Et vous allez examiner plusieurs patients. Est-ce que vous allez nettoyer votre stéthoscope entre chaque patient? Posez-vous la question. Après, on met en place des précautions complémentaires contact. Alors, je vous ai mis ce petit dessin. Par contact, ça ne vole pas. D'accord? Les bactéries, elles ne passent pas dans l'air. Donc, il ne faut pas confiner les patients dans leur chambre, comme on l'a vu pendant très longtemps. Et on peut laisser les portes ouvertes et le patient peut sortir de sa chambre. Ce qu'on va lui demander, c'est l'hygiène des mains. Avant de sortir de sa chambre, il peut avoir besoin de sortir de sa chambre pour aller en rééducation, pour faire des examens. Puis il y a des personnes qui ne supportent pas de rester enfermées dans la chambre. Mais il faut l'informer, il faut qu'il sache. Donc il y a des plaquettes qui sont disponibles dans les hôpitaux. Là, c'est une plaquette qui a été faite par le CEPIAS et qui peuvent être distribuées aux patients. Il faut leur expliquer pourquoi il faut qu'ils fassent les choses. Donc vous êtes porteur d'une bactérie multirésistante aux antibiotiques. Et voilà, qu'est-ce qu'une BMR? Ça aussi, vous pouvez leur expliquer. Le patient doit être informé. Comment ça se transmet? Et pourquoi on met en place des précautions complémentaires? Pourquoi il a une affiche devant la porte de sa chambre? Il est important d'informer les patients parce que quand on sait, on n'a pas peur. Le patient est acteur de ses soins. Et par exemple, s'il est réadmis dans un autre service ou ailleurs, il pourra dire, à tel endroit, j'avais une BMR et les personnes qui le prendront en charge contrôleront ou non. Alors, qui doit appliquer les précautions complémentaires? Donc, toute personne qui prend en charge le patient. Et ça, sur tout le parcours du patient. Donc, c'est à la fois le docteur, c'est à la fois l'infirmière, le brancardier, lorsqu'il va à la radio, les personnels de la radiologie. Et c'est pour ça qu'il est très important de signaler que ce patient, par exemple, est porteur de BMR. Pour que tout le monde puisse prendre les précautions et qu'il ne constitue pas le premier maillon d'une chaîne de transmission. Donc je vous montre ici un type de signalisation, c'est celle que nous faisons dans notre hôpital sur la porte des chambres, où tout est expliqué. La personne qui arrive sait ce qu'elle doit faire. Alors à votre avis, est-ce que les visiteurs et la famille doivent appliquer les mêmes précautions que les soignants? Par exemple, vous rendez visite à un patient, sur la porte il y a BMR, est-ce que vous mettez un tablier? Ça, c'est un bon réflexe. Nous, on le marque, mais ce n'est pas toujours marqué. En fait, on ne demande pas aux visiteurs les mêmes précautions qu'aux soignants. Pour une simple raison, c'est qu'un visiteur, il vient rendre visite à un patient et il repart. Les soignants, ces précautions sont faites pour éviter le manuportage, c'est-à-dire la transmission de patient à patient. Le propre du soignant, c'est d'aller voir un patient, puis un autre patient, puis un autre patient. D'accord? Le visiteur, il va voir qu'un patient. Vous, si vous faites les bonnes précautions, vous n'avez aucun risque. Et en parlant de façon particulière sur les BMR, le risque d'acquérir les BMR par transmission, il est lié au fait qu'on soit en contact avec, mais également est lié à la flore digestive. Si vous êtes en bonne santé, que vous avez une activité normale, vous aurez moins de risques. Et vous pouvez être en contact, la BMR s'éliminera quand même.
Ceci dit, là, vous êtes combien? Une trentaine dans l'amphi? Oui. Il y en a probablement un ou deux qui sont porteurs de BLSE et vous ne le savez pas. Donc, le visiteur, c'est comme à la maison. D'accord? Même en réanimation, maintenant, on ne demande plus qu'il s'habille en scaphandre. Même si les patients sont en précaution complémentaire. On peut leur demander de ne pas s'asseoir sur le lit et il faut les informer. Et le réflexe dont vous parlez, demander conseil à l'infirmière, c'est très bien, c'est souvent marqué sur les plaquettes de signalisation. Par contre, les visiteurs, les bénévoles et les aumôniers, par exemple, qui vont de chambre en chambre, ce pas des visiteurs qui vont voir un seul patient. Eux, ils devront appliquer les mêmes consignes que les soignants. D'accord? Donc voilà un peu l'évolution de l'incidence des BMR. Donc c'est des résultats du réseau BMR Raisin qui est piloté par l'INVS et on voit l'évolution. En bleu, vous avez les SARM et vous voyez que régulièrement, depuis les années 2000, ça baisse et ça continue à baisser. Et ça, c'est attribué probablement à l'introduction des solutions hydroalcooliques dans les hôpitaux et à l'efficacité des frictions hydroalcooliques dans la prévention de la transmission croisée. Mais par contre, ce que l'on voit, c'est que les BLSE augmentent et continuent à augmenter. Elles augmentent en milieu hospitalier et ce que je vous disais tout à l'heure, elles sont également maintenant présentes dans la communauté, en ville. On peut faire une infection urinaire en ville avec un colis BLSE. Et ce qu'on remarque, c'est que cette problématique liée au BLSE est également, qui est la même pour les BHRE, dont on va parler tout à l'heure, c'est le réservoir. Les BLSE et également les BHRE sont un réservoir digestif. Donc c'est dans le tube digestif que se trouve le réservoir et souvent avec des inoculums très forts. D'accord? Alors que le staphylocoque doré, le réservoir était plutôt le nez et la peau et les inoculums étaient moins importants. Et aujourd'hui, pour ces bactéries-là, on parle du péril fécal. Et c'est pour ça que la gestion des excrétas, dont on vous en a parlé tout à l'heure dans le cours des précautions standards, est devenue une priorité. Oups. Il y a une diapo qui passe pas. Donc, c'est pour ça, voilà, la friction hydroalcoolique, donc, ça fait partie des précautions standards. Et aujourd'hui aussi, pour la maîtrise des colonisations et des infections à ces bactéries, on a introduit aussi de façon systématique pour tout patient la gestion des excrétas. Donc ça doit se faire quel que soit le statut du patient. Et le troisième axe qui doit être fait également pour tout patient, c'est le bon usage des antibiotiques. Et c'est le trépied qui doit permettre de maîtriser la diffusion de ces bactéries qui ont pour origine un réservoir digestif. Alors, quelle est la politique de dépistage de BMR? Est-ce qu'il faut dépister tous les patients? On en a parlé l'autre jour à l'ED. Il n'est pas recommandé de faire un dépistage à tous les patients à l'hôpital. En réanimation, par exemple, par contre, voilà, il est recommandé de faire un dépistage à l'admission pour connaître le statut des patients et après de le répéter une fois par semaine. Ça permet aux services de réanimation qui ont une charge en soins qui est très lourde de connaître l'écologie du service et par rapport à un patient particulier, ça permet, s'il y a une infection, d'anticiper sur l'antibiothérapie à mettre en place, l'antibiothérapie probabiliste. En court séjour, MCO, c'est médecine, chirurgie obstétrique, il n'est pas recommandé de faire des dépistages systématiques de BMR. Donc là, c'est les précautions standards uniquement.
Et on peut être amené à faire des dépistages systématiques dans le cas où on se retrouverait dans une situation épidémique. Dans les soins de suite et de réhabilitation, ce n'est pas recommandé du tout. Par contre, l'information doit quand même être donnée si vous avez des patients qui passent de l'hôpital à un soin de suite. Il faut leur donner l'information. Ce patient-là ne sera pas mis en précaution complémentaire, mais ils doivent le savoir parce que si jamais ils doivent le réadresser à un autre service hospitalier de court séjour, de médecine aiguë, il est important que ces gens-là, que le service d'accueil ait cette information. Donc on vient de voir, vous avez vu les précautions standards, vous avez vu ce que sont les précautions contact, quelles sont les indications, et on a commencé à parler des bactéries hautement résistantes, dont 2 bactéries qui sont l'ORV et l'EPC, c'est les entérobactéries productrices de carbapénémase. Donc là, c'est réglementaire, il y a une instruction qui a été publiée en 2014 et qui donne les mesures de prévention à mettre en place pour prévenir la transmission croisée. Et donc, en plus des précautions standards et des précautions contact telles qu'on vient de les voir, il y a une philosophie qui est un peu différente. Le principe pour les BHRE, c'est de les rechercher activement et de les isoler dès qu'il y a repérage. Donc on va repérer les patients à risque de portage, pour lesquels on mettra en place des précautions complémentaires, et puis après on fera des dépistages autour des cas pour une recherche active des cas secondaires, ce qu'on ne fait pas du tout pour les BMR. Et puis il y a une organisation des soins un peu particulière. Quels sont les patients à risque de BHRE? Il y a les patients qui ont été hospitalisés dans l'année précédente à l'étranger. Alors c'est quel que soit le pays et pour toute hospitalisation supérieure à 24 heures. Donc vous avez ici une carte de prévalence et on voit que l'Europe est relativement épargnée avec des taux extrêmement bas. Mais par exemple, en Europe, l'Italie présente des prévalences élevées, la Grèce également. Donc, est-ce que si vous accueillez un patient qui a été hospitalisé en Allemagne, est-ce que vous pensez que c'est un patient à risque? Allemagne. Hein? Oui, la Suisse. Voilà. Donc, il n'y a pas d'exception, c'est tout patient hospitalisé à l'étranger. On y pense souvent, tout ce qui est Maghreb, on pense à conditions sanitaires, mais par exemple, les États-Unis ont une très forte prévalence d'entérocoques résistants à la vancomycine. Donc, tout patient ayant été hospitalisé à l'étranger est un patient à risque de BHRE. Après, les autres patients, c'est les patients connus porteurs. Ce n'est plus un patient à risque, on sait qu'il est porteur. Il a été découvert porteur au cours d'une hospitalisation antérieure et il y a eu au minimum un prélèvement positif à BHRE. Et le troisième cas, ce sont les patients qui ont été exposés à un patient porteur. Alors ce sont ce qu'on appelle les patients contacts. Ce sont déjà des termes que vous entendrez souvent. Quelle est la définition d'un patient contact? C'est un patient qui a été pris en charge par une même équipe soignante qu'un patient porteur. Vous avez ici une unité de soins. Vous avez un patient porteur et tous les patients qui sont autour, qui ont été pris en charge par la même infirmière, la même aide-soignante, sont considérés comme des patients contacts et donc à risque d'avoir acquis la BHRE.
Alors, comment on prend en charge les patients porteurs de BHRE? Donc, on repère les patients à risque de portage dès l'admission, c'est ce qu'on vient de voir. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il y a le deuxième cas de figure qu'on va voir, c'est lorsqu'on a une découverte fortuite en cours d'hospitalisation. Le patient est là depuis quelques jours, parfois même plus longtemps, et on a un prélèvement qui revient avec la présence de BHRE alors qu'on ne savait pas qu'il était porteur. Et le troisième cas de figure, que fait-on lorsqu'il y a une épidémie, c'est-à-dire lorsqu'on a des cas secondaires, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu transmission de la bactérie au-delà du patient. Donc, lorsqu'on fait un bon repérage du patient, donc on arrive à repérer le patient dès l'admission, les antécédents, donc ça, vous allez être externe. Souvent, vous êtes chargé de commencer l'observation médicale, vous allez voir les patients, vous lui demandez les antécédents médicaux, chirurgicaux. Pensez à demander s'il a voyagé à l'étranger, et s'il a voyagé à l'étranger, est-ce qu'il a été hospitalisé à l'étranger? S'il vous répond oui, tac, 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 vous allez voir votre senior, vous lui dites ce patient a été hospitalisé à l'étranger, il faut le mettre en précaution complémentaire contact. Donc, vous le mettez en précaution complémentaire contact et vous allez demander un dépistage de BHR. Vu que le réservoir est digestif, le dépistage, c'est un prélèvement rectal, un écouvillonnage rectal. Alors, premier cas de figure. Ce patient qui était à risque, il est pris en précaution, donc là, on est tranquille. On attend le résultat. Le dépistage est négatif. Là, on peut lever les précautions complémentaires contact, mais suivant l'évaluation du risque. Ça peut être la durée d'hospitalisation à l'étranger. Si elle est très longue, on peut demander un deuxième dépistage. Vous savez que les dépistages, ça n'a pas une valeur absolue. C'est tous les prélèvements biologiques. Je veux dire, lorsqu'il est positif, c'est une bonne valeur. Lorsqu'il est négatif, si l'écouvillon n'a pas été bien fait, il peut être négatif. Le type de service, par exemple, un patient qui a été pris en charge dans une réanimation à l'étranger a beaucoup plus de chances d'avoir acquis une bactérie hautement résistante. Il y a un parcours de soins qui est particulièrement à risque également, c'est les patients qui suivent des séances de dialyse. Et puis il faut voir également quelle antibiothérapie il a pu avoir là où il a été hospitalisé. Tout ça peut amener à faire qu'on maintienne les précautions complémentaires et qu'on veuille avoir un deuxième dépistage pour confirmer le fait qu'il n'est pas porteur. Ou alors, le dépistage revient positif. Donc, dans ce cas-là, on maintient les précautions complémentaires contact, c'est bien parce qu'on les a mis dès l'admission. Et dans ce cas de figure, on va vouloir savoir si les précautions qui ont été mises en place sont réellement efficaces. Donc, on va faire un dépistage de BHR autour du cas. Vous voyez l'unité tout à l'heure que je vous ai montré, dont on va prélever tous les patients qui sont dans la salle pour vérifier qu'il n'y a pas de transmission croisée et que le système qu'on a mis en place est réellement étanche. Et ce dépistage autour du cas va se faire une fois par semaine tant que le patient est là. Et on fait un dernier tour de salle, c'est comme ça qu'on les appelle, une fois que le patient est sorti pour s'assurer qu'il n'y a pas que la situation a été maîtrisée. C'est clair? Le deuxième cas de figure, qui est plus ennuyeux, c'est lorsqu'on a une découverte fortuite d'un portage de patient chez un patient qui est là en hospitalisation et présent depuis quelques jours.
Donc dans ce cas-là, on n'a pas mis en place de précautions complémentaires dès l'admission. Et dans ce cas-là, on considère que tous les patients qui ont été pris en charge ont été exposés. Et ce sont ces patients-là qui seront des patients contacts. Et là, on est dans une situation où le risque d'épidémie est élevé. Donc là, il y a des mesures immédiates à mettre en place. Déjà, on arrête tous les transferts de patients, tous les patients qui devaient aller en soins de rééducation, qui devaient aller dans un autre service, on arrête les transferts. On gèle le service. La seule chose qui est autorisée, c'est que les patients qui sont là retournent au domicile. Pourquoi on arrête les transferts? Pour éviter la création de foyers secondaires. Si d'autres patients qui ont été exposés se révèlent positifs et qui sont transférés dans un autre service, on va se retrouver avec plein de foyers à surveiller ailleurs et on exposera encore plus de patients. Et je vais vous montrer un exemple, c'est la vraie vie. Dans un service, un premier service, on a eu un cas, donc il y avait 10 patients contacts. Donc à J1, on se rend déjà compte que dans le service, il y a des patients qui ont déjà été transférés dans 2 services, donc c'est des patients contacts. Et le 3e jour, parmi ces contacts, il y en avait un positif qui était déjà passé dans un 3e service. Il y a eu plein de transferts extra-hospitaliers. Et au total, à partir d'un cas index, un patient porteur, on a eu 3 cas secondaires à partir des contacts qui étaient dans le service. Et il y a eu 127 patients exposés. Ça peut devenir très vite exponentiel. Et tous ces patients qui ont été exposés vont devoir être suivis pour être sûrs qu'ils ne sont pas devenus porteurs. Vous voyez le... Donc c'est pour ça qu'on demande, lorsqu'il y a une découverte fortuite, on arrête les transferts. Et ça, c'est réglementaire. Lorsqu'on a une découverte comme ça de fortuite, on arrête donc les transferts et du coup ça a un impact important sur l'activité du service. Ça veut dire que les patients qui devaient être transférés restent sur place et ça diminue l'activité forcément d'un service. D'où l'importance du repérage des patients à risque par l'interrogatoire, vérifier les statuts infectieux sur les CRH. Les CRH, c'est les comptes rendus d'hospitalisation. Lisez les observations avant. Il faut repérer dès l'entrée. Ce n'est pas toujours possible. Et le 3e cas, c'est le pire cas de figure. Il y a eu transmission et des cas secondaires. Donc à partir du fameux cas index, en faisant le tour de salle, il y a un patient qui est positif. Donc là, les mesures ne sont pas du tout étanches. Il y a transmission et il y a le risque que tous les autres le deviennent également. Donc dans ce cas-là, la réglementation, là aussi, demande à ce qu'on organise les secteurs d'hospitalisation en 3 secteurs, qu'on fasse un cohorting. Un cohorting avec 3 secteurs, le secteur des patients porteurs, eux ils sont déjà porteurs, le secteur des patients contacts, dont c'est les patients à risque qui ont été exposés et qui peuvent devenir porteurs, et petit à petit libérer un secteur indemne, c'est-à-dire un secteur propre, qui permettra de rouvrir les admissions avec des patients qui ne sont pas à risque. Tout ça est très lourd à organiser et la levée de ce système peut prendre très longtemps. Déjà, les patients porteurs, il est difficile de les transférer. Il faut organiser leur transfert lorsqu'ils en ont vraiment besoin. L'idéal, c'est lorsqu'ils rentrent à domicile, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, dans le secteur des porteurs,
des contacts, il faut attendre qu'il y ait 3 dépistages à 1 semaine d'intervalle pour qu'on puisse dire qu'ils ne sont plus à risque. Donc 3 prélèvements, ça fait déjà 15 jours. À 3 semaines d'intervalle, oui. Est-ce qu'on prend des... On les met pour le porteur et pour les contacts, oui, puisqu'ils sont à risque, donc on les prend en charge en précaution complémentaire contact. Et tant qu'ils ne sont pas porteurs, on applique des précautions BMR, comme celles qu'on a vues tout à l'heure. Et puis il y a une autre contrainte, et ça aussi c'est très compliqué à avoir. Pour que ce coartine soit efficace, il faut qu'on ait un personnel dédié, c'est-à-dire du personnel pour chaque secteur. Alors parfois on a 1 ou 2 porteurs. Dans l'idéal, il faudrait une infirmière qui ne s'occupe que de ces patients, une infirmière qui ne s'occupe que de cela, et une infirmière et une AS qui ne s'occupent que du secteur propre. Donc ça entraîne des contraintes d'organisation et de moyens qui sont importantes dans un service. Dans l'organisation, il y a aussi une part d'organisation dans la prise en charge des porteurs BHRE. Il y a les mesures techniques qu'on a vues. Là, il faut absolument une chambre seule impérativement. Il n'est pas question de les mettre dans une chambre à 2 lits. Et si c'est le cas, on bloque le lit d'à côté. Le personnel doit être désigné ou dédié, souvent désigné. L'objectif, c'est que le moins de personnes de l'équipe soignante aient à prendre en charge ce patient. Et il se peut que dans les services, quand vous serez externe, en général, vous avez un certain nombre de patients à gérer, on ne vous laisse pas aller dans la chambre d'un patient porteur BHR. Tout ça, c'est pour limiter les occasions de transmission croisée. Donc, il y a une infirmière qui s'en occupe, qui peut s'occuper aussi d'autres patients, mais il n'y en a qu'une qui s'en occupe, une aide-soignante. Il y a l'interne qui va le voir, et éventuellement le senior, et c'est tout. D'accord ? Après, il faut qu'il y ait du matériel à usage unique ou dédié dans la chambre. Donc, ce n'est pas votre stéthoscope qui rentrera dans la chambre. Il faut qu'il y ait des stéthoscopes à l'intérieur de la chambre. Ça peut être également le brassard à tension. Il restera dans la chambre. La gestion des excrétas, là, il faut également être très vigilant. Et puis, on fera un renforcement du bionettoyage. Le bionettoyage est vraiment essentiel dans la maîtrise de la transmission des BHRE. C'est-à-dire qu'on fera faire un bionettoyage 2 fois par jour. Et il n'y a pas très longtemps, on a eu une transmission d'un patient à un autre via l'environnement dans un service. Donc, un patient qui était dans une chambre, il était connu porteur. Les précautions complémentaires ont été mises en place. Les dépistages autour du cas étaient négatifs. Le patient sort. 1 semaine après, il y a un autre patient qui rentre. Et le lendemain, il est positif. Et en fait, l'enquête a montré qu'il n'y avait pas eu de bionettoyage correct, et notamment au niveau des sanitaires. Est-ce qu'on peut lever des précautions complémentaires contact pour un patient que l'on sait porteur, mais pour lequel les dépistages reviennent après négatifs? Ça peut arriver. On a un seul dépistage positif, on recontrôle, c'est négatif. Alors, il y a une chose qu'il faut garder dans la tête et que l'on connaît depuis les ERV, on connaît les ERV depuis plus longtemps que les EPC. Ce qu'on disait, c'est ERV un jour, ERV toujours. Ce que l'on peut voir, c'est des patients qui sont positifs au départ, puisque c'est là où on détermine qu'ils sont porteurs. Ils ont de longues périodes, mais parfois qui peuvent durer plus d'1 an, négatifs. Et à l'occasion d'événements intercurrents, ils redeviennent positifs. Dans la levée des précautions complémentaires, en tout cas du statut porteur d'un patient porteur, il faut être très précautionneux.
Sur les recommandations, il est écrit après 3 dépistages négatifs et des dépistages qui doivent être faits sous antibiothérapie. Et dans tous les cas, il faut que ce soit une décision collégiale et en accord avec l'équipe d'hygiène qui doit gérer les porteurs et les contacts. Donc ce n'est pas automatique, d'accord? Et on a des porteurs qui peuvent rester porteurs très longtemps. Et un cas dont je peux vous parler, c'est un patient qui était connu porteur. Et pendant très longtemps, il revenait négatif. Et l'équipe soignante disait, oui, c'est toujours négatif, est-ce qu'on ne peut pas lever le statut? Et là, on commençait à se poser la question, à regarder l'observation, et boum, il revient, dépistage positif. D'accord? Parce qu'en fait, ça entraîne une pression de sélection. Ce sont des bactéries qui sont très résistantes. Donc, quand on donne des antibiotiques, la flore digestive, elle est altérée. Et tout ce qui est sensible, elle fait des trous dans la flore digestive. Et tout ce qui est résistant, du coup, la nature a horreur du vide et les trous se remplissent. Donc, du coup, l'inoculum devient plus important. Donc, c'est une façon de sensibiliser le dépistage. Donc voilà pour les BHRE. Donc c'est quelque chose, on en a de plus en plus, et ces mesures doivent être appliquées dans tous les hôpitaux. Et l'objectif, c'est de repousser au plus loin la prévalence que ces bactéries s'étendent à la fois à l'hôpital et surtout pas dans la communauté. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des antibiotiques qui permettent de lutter contre les infections à ces bactéries-là. C'est l'impasse thérapeutique. Donc je vous ai parlé des indications des précautions complémentaires contact. Il y avait les maladies transmissibles, les BMR, les BHRE. Et on a 2 cas particuliers qui sont le Clostridium difficile et la gale. Alors ces deux organismes ont la particularité, et c'est les 2 seuls, ils sont résistants aux produits hydroalcooliques. D'accord? C'est la seule exception. Pour tous les autres, même les BHRE, les solutions hydroalcooliques sont efficaces. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Vous faites comme d'habitude. Donc, Clostridium difficile, c'est l'agent des diarrhées post-antibiotiques et c'est la première cause de diarrhée nosocomiale. Et on a eu des épidémies dans les hôpitaux en réanimation, cancéro, gérontologie. Donc il faut mettre en place des précautions complémentaires contact parce que la source, c'est le péril fécal, c'est dans les selles et c'est l'environnement également. Le problème, c'est que ces spores sont résistantes aux détergents et désinfectants habituels et au PHA. Et dans les protocoles, en plus des précautions complémentaires contact qu'on a vu tout à l'heure, donc pour l'hygiène des mains, vu que les solutions hydroalcooliques ne fonctionnent pas, il va falloir faire un lavage des mains au savon. Et là, ce qu'on recherche, c'est l'effet mécanique. On frotte pour que ça parte dans l'eau. D'accord? On fait un lavage au savon doux. Il faut bien se sécher les mains. Et après, on fait une friction hydroalcoolique. C'est le seul cas où vous enchaînez les 2. D'accord? Le bio-nettoyage qui n'est pas de votre ressort, mais qui est également très important parce qu'il peut y avoir persistance de ces spores dans l'environnement d'une chambre, nécessite un nettoyage avec un produit détergent et l'utilisation d'eau de javel qui agit sur les spores. Et puis il faudra protéger votre tenue. Tout à l'heure, je vous ai parlé surtout d'un tablier, c'est ce qui est recommandé pour les BMR. Dans le cas des diarrhées à Clostridium difficile, on met des gants et une surblouse, manches longues, dès l'entrée dans la chambre. Et là aussi, c'est le seul cas où vous avez à mettre des gants, quelle que soit la situation. Vous avez vu tout à l'heure que pour les BMR, les gants ne sont pas nécessaires. Vous examinez un patient BMR, vous n'avez pas besoin de mettre des gants. Vous examinez un patient BHRE, vous n'avez pas besoin de mettre des gants. D'accord?
Là, pour le Clostridium, vous mettez des gants et une surblouse à manches longues dès l'entrée dans la chambre. Et la gale, c'est un peu la même problématique. C'est un ectoparasite qui est résistant au PHA. Et donc là aussi, c'est comme pour Clostridium, hygiène des mains avec lavage au savon doux, vous séchez bien et solution hydroalcoolique. Le bio-nettoyage, par contre, là, il se fait habituellement. Et là aussi, pour la protection de la tenue, gants et surblouse dès l'entrée dans la chambre. Et c'est les seuls 2 cas de figure où vous mettez des gants de façon systématique. D'accord ? Alors, quelle durée pour les précautions complémentaires? Donc, pour les BMR, on maintient les précautions complémentaires contact jusqu'à la sortie du patient. Il n'y a pas besoin qu'il reste 15 jours ou 3 mois. Il restera en précaution complémentaire pendant tout son séjour d'hospitalisation. On ne lève pas des précautions complémentaires liées à une BMR. Et ce n'est pas la peine de recontrôler toutes les semaines pour voir s'il y en a ou s'il n'y en a pas. D'accord ? Pour les BHR, on a un peu évoqué tout à l'heure le sujet. On maintient les précautions complémentaires comme pour les BMR jusqu'à la sortie du patient, mais en plus, on met en place un système de recapture au cas où ce patient reviendrait. Ce sont souvent des systèmes informatiques dans lesquels sont rentrées les listes des patients porteurs, en tout cas qui sont connus de l'hôpital, mais également la liste des patients contacts. Vous savez, les patients qui sont considérés à risque. Et dès qu'il y a une réadmission d'un de ces patients, on a une alerte que nous transmettons au service clinique pour qu'ils mettent en place les précautions complémentaires, contact, et qu'ils fassent les dépistages. Ils ont aussi une alerte. Oui, rien n'est parfait, mais ça va assez vite. Tu sais, en tout cas, pour les urgences, ils ont un logiciel à part. On ne met pas les patients en contact, mais tous les porteurs, dès qu'il est inscrit dans le système informatique, ils ont une alerte. Ils savent que c'est un patient porteur de BHR. Et ils le font très bien. Pardon ? Non, non. Les soignants, on ne fait pas de procédure particulière. Les soignants, on doit respecter les précautions standards, hygiène des mains. On n'a pas de risque de... Oui, mais les pompiers, j'espère et je pense, ils ont une procédure de nettoyage de l'ambulance une fois qu'ils ont amené un patient. Ben, c'est pas être plus poussé ou pas. Je veux dire, le bio-nettoyage, il est le même pour un patient BMR, devrait être le même que pour un BMR, précaution standard, ou BHR. Pour BHR, on demande qu'il soit fait plus souvent, c'est tout. Mais sinon, c'est le même. Ce sont les mêmes produits, c'est la même façon de faire. Et après, pour les autres maladies transmissibles, c'est à la fin de la contagiosité. Donc voilà des exemples. La varicelle, dont il y a 2 précautions à mettre en place, c'est R, parce qu'il y a une transmission aérienne, et des précautions contact. Et en fait, on lève les précautions contact lorsque les croûtes sont entièrement desséchées. Par exemple, un streptocoque A pour une endométrite, voilà, précaution contact jusqu'à la guérison clinique, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'écoulement. La gale, qui est une précaution complémentaire contact, on lève l'isolement 3 jours après le traitement. Pour Clostridium difficile, on lèvera l'isolement 48 heures après la fin de la diarrhée.
Juste pour Clostridium difficile, il est inutile, une fois qu'on a fait le diagnostic, de refaire des prélèvements pour vérifier qu'il n'y en a plus, parce que les prélèvements vont rester positifs très longtemps. La diarrhée à Clostridium, c'est un signe clinique. Lorsque le signe clinique s'arrête, on lève l'isolement. Et en général, on attend 48 heures, parce que parfois, quand la diarrhée, ça part, ça revient, pour être sûr qu'il n'y a plus de diarrhée. Et pour les BMR et les BHR, je vous le répète, pas de levée des précautions complémentaires en cours d'hospitalisation. Ce qu'il ne faut pas oublier pour toutes ces maladies transmissibles, c'est de signaler, d'alerter, à la fois sur le dossier, la porte, les feuilles de demande d'examen. Il faut le signaler également lorsque vous communiquez avec des intervenants extérieurs, l'inscrire sur le compte rendu d'hospitalisation de façon claire. En fait, toute personne qui doit faire des soins sur le parcours du soignant doit pouvoir accéder à cette information. Donc ça, je vous en ai déjà montré. C'est des exemples de signalisation. Et en fonction du type, on peut varier. Nous, on a des couleurs, ça nous permet de se repérer. Et puis toujours, informer le patient. Informer le patient du portage ou de l'infection. Le patient a le droit d'être informé et il peut être également acteur de ses soins. Il faut lui dire qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va revenir à domicile, par exemple ici par rapport à une bactérie hautement résistante. En fait, à domicile, il mènera une vie normale. La seule chose qu'on lui demande, c'est de faire une hygiène corporelle comme tout le monde doit faire à la maison. Et par contre, ce qui peut être utile, c'est qu'il faut lui dire qu'en cas de réhospitalisation, par exemple un patient porteur de RV, s'il le signale à l'arrivée, à l'équipe soignante, ça peut aider à sa prise en charge et à éviter que d'autres patients puissent éventuellement être contaminés s'il n'y a pas de précautions qui ont été mises en place à l'admission. Donc il faut considérer le patient comme un acteur de ses soins aussi. Donc toujours, quel que soit le geste que vous faites, informez le patient, expliquez-lui de façon claire et compréhensible quel est le bénéfice-risque de ce que vous faites, et ça permet d'avoir une relation qui est saine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?